Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce jeudi matin, notre invité dans la matinale est Yannick Kerlogot, ancien député LREM de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Guingamp, et candidat précisément à la mairie de Guingamp en 2026. Bonjour Yannick Kerlogot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendu sur les ondes de Bretagne 5, et pour cause, vous aviez quitter la vie politique, voilà, vous avez une autre vie aujourd'hui. J'avais envie de vous poser une première question. Quel est votre regard sur la vie politique aujourd'hui, avec le recul que vous avez pu prendre, voilà, un temps différent aussi, un temps d'observation? Oh bah écoutez, j'aime bien le terme de recul parce qu'effectivement c'est ce que je vis depuis 2022. Alors quel est ce ressenti? Écoutez, ce sera pas très original. Ma réponse, effectivement, on assiste à une forme de radicalisation, à la fois des esprits, des prises de parole, des positions, et je pense à une certaine majorité silencieuse qui, par définition, concerne la plus grande partie de nos concitoyens et qui aujourd'hui, je ne crois pas en tout cas, se retrouve dans ce spectacle qui décourage, le citoyen. Avec des Françaises, des Français, des Bretons même, qui se tournent vers les extrêmes. On le voit aujourd'hui, on pense au Rassemblement National, qui a beaucoup progressé en quelques années. La Bretagne n'est plus une terre de mission pour le Rassemblement National, effectivement. Ça vous inquiète, ça, cette progression, ça pose des questions, ça interroge? Alors, est-ce que ça interroge, j'ai envie de dire, comme le reste du territoire du pays, pourquoi la Bretagne serait éternellement préservée de ce qui aujourd'hui s'empare de beaucoup d'esprits, à savoir la peur, la difficulté de se projeter, cette incapacité à donner du sens à l'avenir, en tout cas très difficilement. Et pour le coup, quand on a peur, quand on ne se projette pas, et bien ma foi, on se reclue, j'allais dire, on se replie. Et effectivement, on est séduit par des discours qui engagent une forme de conservatisme, une forme d'immobilisme. Et pour le coup, oui, ça s'explique, notamment en Bretagne, bien sûr. On a un discours conservatisme, pour reprendre votre terme, on pourrait dire populiste, voire d'extrême droite plus dur, qui se propage aujourd'hui en Europe. On voit certains pays, on pense à l'Allemagne, qui fait face à cette vague assez inhabituelle pour le pays de progression de l'extrême droite. Bon, il y a la Hongrie, évidemment, on pense aussi à l'Italie. Et puis, il y a Donald Trump. Il y a un moment où, effectivement, c'est un peu notre point Godwin à nous, Donald Trump, qui s'est installé à nouveau à la Maison-Blanche, qui a été élu, et qui propage des idées, finalement, très décomplexées, des idées très guerrières, très conquérantes. On le voit avec son idée de conquérir le Groenland et pourquoi pas le Canada. On a une forme de décomplexification de la parole, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, aujourd'hui, ces idées deviennent finalement un peu banalisées. Alors je ne vais pas répéter forcément tout ce qui est aujourd'hui écrit, tout ce que l'on peut lire, entendre de la part à la fois des politiques et des médias. Moi, ce que je retiens de ce contexte quand même très, très inquiétant, eh bien, c'est une formidable opportunité pour l'Europe de se resserrer les coudes. Et notre président, Emmanuel Macron, en est à l'initiative avec d'autres, bien sûr, mais on peut lui reconnaître quand même que depuis 2017, c'était le seul candidat à l'époque au présidentiel qui portait la voix de l'Europe comme une solution d'avenir. Et bien aujourd'hui, on le sent à l'aise sur ce créneau. On le voit à l'initiative, encore une fois, à l'invitation. Et ces dernières semaines nous font dire que oui, l'Europe économique, on n'a pas su la dépasser pendant longtemps et en faire une Europe politique. Et moi, je reste extrêmement optimiste, malgré le contexte évidemment combien anxiogène. Moi, je reste optimiste de cette marge de manœuvre et de ce progrès que peut offrir l'Europe dans l'avenir. Il fallait, si je voulais faire un peu l'avocat du diable, il fallait ce coup de boost, ce coup de fouet à l'Europe, ces craintes aussi. Certainement, parce qu'elle est menacée aujourd'hui dans ses valeurs, dans ses visions. Et pour le coup,
Cette Europe à 27 pour laquelle on a régulièrement des démonstrations d'inertie ou de difficulté à emporter une majorité ou l'unanimité, puisqu'elle est nécessaire, eh bien aujourd'hui, devant les preuves qui s'annoncent, devant les menaces qui s'annoncent, elle est en train de se réorganiser, notamment d'un point de vue défensif. Et encore une fois, je trouve ça rassurant. L'Europe, au niveau international, a bien sûr une histoire et des valeurs à défendre. Il est temps aujourd'hui de les porter d'une façon on ne peut plus unie. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Avec effectivement cette prise de conscience, certains de mes invités ici ont dit l'Europe devient adulte. Elle ne l'était peut-être pas avant, elle était peut-être un petit peu angélique face à la paix, face à un monde qui n'avait pas beaucoup bougé. Et là, on a une recomposition géopolitique violente, brutale. Radicale, avec d'un côté effectivement les États-Unis, la Russie de Vladimir Poutine, une paix en Ukraine à marche forcée, sans l'Europe. Sans même le président ukrainien, ou en tout cas à la marge, Volodymyr Zelensky, et cette Europe qui commence à prendre conscience finalement de sa faiblesse économique quelque part, et de sa faiblesse, vous faisiez allusion à la défense, d'autre part, c'est finalement une opportunité ce qui se passe. Bien sûr, et encore une fois, la France a sa part dans cette nouvelle dynamique. Et moi, j'ai été très sensible à la proposition qui a été faite par le président de la République de partager le bouclier nucléaire, on va l'appeler comme ça, en tout cas de mettre à disposition de l'Europe l'atout incontestable de la France aujourd'hui, c'est cette force nucléaire, cette frappe nucléaire possible. Eh bien, de l'avoir aujourd'hui mise à, je ne vais pas dire à disposition, mais de l'avoir peut-être partagée, en tout cas déployée à l'échelle de l'Europe, c'est encore un message à la fois de défense, mais de solidarité entre nous. C'est positif. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de qui appuierait sur le bouton en cas, malheureusement, on n'en est pas là, je rassure nos auditeurs. Ça reste une arme dissuasive. Il faut la cantonner à cet objectif-là. Voilà, c'était la doctrine du général de Gaulle en son temps, lors du déploiement de la force de frappe, comme l'on disait à l'époque. Cette dissuasion nucléaire, elle reste française, le président de la République l'a rappelé. On a une forme de solidarité, de défense qui se dessine par la France, peut-être aussi par la Grande-Bretagne, c'est assez inattendu, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui est quand même européenne, qui est proche de nous et qui dispose également de la puissance nucléaire. Aujourd'hui, on a l'impression d'une Europe qui, là aussi, est en train de se détacher, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, de faire attention à l'allié principal, c'est-à-dire les États-Unis, qui jusque-là étaient notre protecteur, étaient un allié fiable. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement, les États-Unis, ça reste un allié, mais j'allais pas se dire du bout des lèvres maintenant. On est en train de recomposer l'histoire, en tout cas on écrit une nouvelle page aujourd'hui, c'est indéniable, je ne suis pas devin, je ne suis pas un spécialiste des affaires européennes, mais encore une fois, tous ces événements anxiogènes, moi, me conduisent à une forme d'optimisme dans ce désir d'être plus fort à plusieurs au sein de l'Europe. Ouais. Et ce désir aussi de revenir à la politique. Là, on va... l'ellipse est importante et grande, vous me direz, mais de revenir à la politique, d'un nouveau apporter votre pierre à l'édifice. Alors là, on est sur l'échelle locale. Il y a quelques jours, nos confrères de Ouest France, à travers un papier, un article, vous ont ouvert leur colonne et vous avez dit, voilà, moi j'ai une ambition, j'ai envie d'être maire de Guingamp, j'ai envie de revenir en politique. Alors de dire j'ai envie d'être maire de Guingamp, j'ai surtout envie de participer à une forme de pluralité à l'échelle locale pour les prochaines élections municipales. Et c'est vrai que la presse locale est venue m'interroger. C'est un projet que j'ai en tête depuis plusieurs mois, après un devoir, j'allais dire, d'introspection, parce que c'est pas rien d'être battu après s'être engagé pendant 5 ans. Ce n'est pas rien de devoir admettre, ma foi, des éléments qui ont conduit les électeurs à choisir une autre voie qui, moi, m'inquiète parce que je la trouve on ne peut plus radicale. Mais pour le coup, ce devoir d'introspection m'a conduit avec humilité, à revenir à une autre échelle, à un autre rythme de vie. Aujourd'hui, je suis dans l'éducation nationale, je suis personnel de direction dans un collège de 660 élèves. Je redonne du sens à mon métier de départ. J'étais professeur des écoles. Et au-delà de ça, j'observe une ville
ma ville, dans laquelle je vis depuis des décennies, à laquelle je suis, je l'ai dit, intrinsèquement attaché. D'abord par son histoire. C'est une ville qu'on met en avant aujourd'hui à travers son patrimoine, et c'est juste. Mais au-delà du patrimoine, c'est une ville qui mérite d'être davantage connue par son histoire, où l'on a donc frappé-monnaie avec les seules villes de Nantes et Rennes au Moyen-Âge, et ce duché de Penthièvre notamment, qui avait une place forte à Guingamp, sans être dans une nostalgie, hein, mais mérite d'être, comment dirais-je, rappelé, parce que Guingamp, c'est aujourd'hui une ville connue sous certains aspects, mais qui mérite peut-être d'être mise au goût du jour ou dévoilée sous d'autres aspects. Et du coup, oui, les municipales, c'est dans un an. J'ai, en 2014, conduit une liste après avoir participé en 2008 à une première expérience municipale. Donc, j'ai envie de dire, je sais comment faire, mais ce savoir-faire, j'ai envie de le partager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit pas de dire je suis candidat ou j'aimerais être candidat. Il faut être en mesure de convaincre et de donner envie à d'autres, c'est-à-dire 28, très concrètement, 28 autres Guingampaises et Guingampais, de vivre une aventure humaine qui consiste à se projeter. Alors c'est vrai sur une courte échelle, mais se projeter, se dire comment on donne envie aux électeurs à la fois d'aller voter et puis d'aller peut-être préférer un projet qui serait différent de celui porté depuis maintenant plusieurs décennies par la même équipe. Il y a un besoin, une volonté de changement aussi, voilà, d'avoir un autre éclairage. Alors, on parle beaucoup du foot à Guingamp, hein, voilà, on va évacuer la question. Alors voilà, les gens qui aiment le foot ne m'en voudront pas, mais voilà, il faut apporter un autre éclairage à la ville. D'abord la regarder. Qu'est-ce que c'est que Guingamp aujourd'hui? Je ne veux pas dévoiler là aujourd'hui ma façon de voir, mais il faut savoir s'arrêter, observer, voir quels sont les changements à la fois dans sa population, dans ses habitudes, les attentes du quotidien. Et un des formidables enjeux, je trouve, pour redonner du sens à l'acte d'aller voter, c'est la concertation. Ça a été la grande mode il y a quelques années, je pense à l'échelle nationale. Je reviens, Ségolène Royal avait été à l'époque initiatrice d'une dynamique, hein, d'une vague qui était intéressante, qui est retombée, je trouve, aujourd'hui. Et vous avez parlé de radicalité, que les gens aujourd'hui se retrouvent dans des discours excessifs. Mais pourquoi ? Sans doute parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus, et j'ai envie de dire d'une façon modeste, revenir à l'échelle locale, repartir à l'écoute des concitoyens et faire émerger avec eux des attentes pour pouvoir apporter des propositions, c'est quelque chose d'intéressant. Les municipales aujourd'hui, ça ne doit pas être uniquement un homme, une femme, une équipe qui arrive avec sur la table un projet. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que ce projet ne peut pas être complètement abouti parce qu'il doit être concerté, parce qu'il doit associer les habitants. J'étais déjà dans cet esprit en 2014. Avec souvent des projets qui peuvent évoluer avec le temps, avec les circonstances. C'est ça aussi la finalité, c'est d'accompagner cette évolution des projets et de se faire accompagner finalement par les habitantes, les habitants. Moi, je crois que surtout, il faut, avec sincérité, rappeler aux citoyens que la politique c'est une belle chose, que la démocratie elle est fragile, on le répète à longueur de journée, et que pour la renforcer, il faut retrouver l'intérêt, l'écoute du citoyen. Et pour ça, encore une fois, il faut une pluralité de listes, il faut une pluralité de projets, de propositions, et elles doivent, en tout cas c'est mon point de vue, rester ouvertes, c'est-à-dire modulables en fonction de ce que la population, moyennant une enquête par exemple, peut rappeler de ses attentes, et encore une fois, du quotidien. Il y a une forte attente aujourd'hui du quotidien, du social aussi. Souvent on entend au gré des sondages, au gré des interviews, des Françaises, des Français, des Bretonnes, des Bretons qui disent bien oui, mais voilà, nous on est sur le territoire, on demande des choses, on attend des choses. Finalement, on nous entend pas dans les hautes sphères, que ce soit à Paris ou ailleurs, et ça crée cette distorsion, ou en tout cas cet éloignement de la politique. C'est un discours convenu. Moi, je crois qu'il faut être en capacité aujourd'hui de rappeler ce que l'État, d'une manière générale, assume. Le français est génial, le français aime voir ce qui ne va pas, oublie les acquis. Alors certes, qui sont toujours à questionner et à consolider, mais on vit à la fois dans un très beau pays, dans une belle région, et je crois qu'il est temps
limiter ce discours populiste qui consiste à dire que hier c'était mieux, qu'aujourd'hui tout va mal. Je prends le champ de l'éducation nationale, par exemple, je prends le champ de la culture. Jamais dans le second degré, par exemple, on a disposé jusque-là, alors c'est vrai qu'on entame peut-être un virage, mais on n'a jamais disposé jusque-là de budget autour de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, qui a fait que nos collégiens, nos lycéens, nos écoliers ont pu bénéficier d'interventions culturelles comme jamais. Il suffit d'avoir un regard rétrospectif et c'est très clair. L'éducation nationale aujourd'hui, c'est une belle maison qui vit évidemment des interrogations de par son personnel, parce que le pays s'interroge. Encore une fois, le sens à donner à l'avenir, c'est compliqué. Les mutations, les usages, notamment de la communication, des réseaux sociaux, voilà, ce sont des poncifs que de le dire, mais viennent modifier la façon de voir le monde, les choses. Et encore une fois, il nous faut rassurer, il nous faut rappeler qu'on a quand même un socle aujourd'hui d'acquis sociaux dans un pays qu'on a tendance à, encore une fois, voir comme en déclin. Il faut arrêter ce discours. Il faut arrêter le discours décliniste, finalement. Il faut essayer de se projeter dans l'avenir, même si... Avec des enjeux, l'enjeu démographique, par exemple. L'enjeu démographique. L'académie ou la région, je vais plutôt revenir sur une échelle politique et de territoire. La région Bretagne, très clairement, se projette avec une démographie déclinante, vieillissante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est une situation que l'on doit subir ou au contraire assumer l'arrivée de population? C'est déjà le cas, notamment dans ma ville. Quand je parlais d'observation, on a un profil d'habitants aujourd'hui qui arrive. Est-ce que les valeurs de la République, c'est quelque chose aujourd'hui les valeurs sont-elles aujourd'hui à la fois transmises, acquises, comprises, aimées? La laïcité au quotidien dans une ville comme la nôtre, est-ce qu'elle est effective? Je ne suis pas certain. Donc on a de beaux enjeux d'accompagner encore une fois cette population. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que nous sommes aux prémices d'arrivée autrement plus importante de population. Je vais être un peu trivial, mais dans une région confortable comme la nôtre où il fait bon vivre, elle mérite d'être attractive et elle est en train de le devenir. Encore une fois, à nous de faire preuve d'ouverture, d'accompagnement, mais aussi d'exigence, sans être dans une obligation de devoir de continuité historique. Il nous faut être capable de reconnaître l'autre avec ce qu'il apporte, avec ses valeurs, mais encore une fois en s'assurant qu'il partage ce qui a toujours fait notre République, c'est-à-dire ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, par exemple. Avec aujourd'hui un discours qui est tendu sur l'immigration, sur la sécurité, souvent les deux sont accolés. C'est dur d'avoir un discours différent aujourd'hui, d'apporter une vision différente, sans cliver, sans entrer dans un débat qui ne peut pas avoir lieu finalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser aux extrêmes des questions portées par les uns et les autres. Effectivement, on parlait tout à l'heure de repli, d'inquiétude face à l'étranger, on va le dire comme ça, alors, il n'y a pas de submersion, là, j'avoue que ce sont les termes qui m'ont choqué, ce sont des défis d'aujourd'hui et de demain. L'histoire nous a toujours démontré que les vagues migratoires font partie intrinsèque de l'histoire de l'humanité, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de se dire qu'en installant des frontières, d'une part, on va arrêter ce flux, et d'autre part, on va se protéger. Non, il faut accepter l'idée, encore une fois, que moyennant des interrogations environnementales, des menaces environnementales, on a des populations qui naturellement vont remonter là où il y a de l'eau, là où il y a de la nourriture, là où il y a de l'espace, et on fait partie de ces territoires. Et c'est un vrai enjeu, encore une fois, de rassurer les gens. Il faut être en capacité de leur dire, oui, il y a des problèmes de sécurité, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a là un sujet sur notre ville où on a un maire, et je respecte son point de vue, qui lui reste convaincu qu'on peut se dispenser de vidéosurveillance quand son acolyte socialiste, en tout cas apparenté à gauche de Saint-Brieuc, a eu un très bel article dans un journal que je citais, Le Monde, pendant les vacances de Noël, où il a assumé pleinement qu'au-delà de ses convictions personnelles, il a dû admettre, après avoir fait un audit, que la vidéosurveillance était un moyen d'assurer une réponse en termes de sécurité, que le procureur l'a confirmé, et qu'au-delà de ça, il a doublé le nombre de policiers municipaux. Et que c'est pas un discours qui doit être uniquement porté par l'extrême droite, par exemple. Aujourd'hui, en toute
en toute responsabilité, le centre dans lequel je me retrouve doit avoir également ce discours avec les interrogations que cela apporte. C'est vrai que jusque-là, on était à se dire que on n'a pas besoin d'être surveillé, disons les choses, quand les affaires de sécurité viennent nous démontrer, je le regrette, mais pour ceux qui ne le partagent pas, mais viennent démontrer de façon objective que non seulement on doit rassurer, mais la vidéosurveillance est un moyen d'apporter des éléments dans les enquêtes qui sont à la recherche d'informations pour pouvoir retrouver notamment des personnes qui ont commis des délits. Les auteurs. Il y a une véritable demande des Françaises et des Français en matière de sécurité. Il y a aussi une demande sociale aujourd'hui. Pouvoir vivre sur le territoire, pouvoir avoir un emploi sur le territoire, c'est aussi un autre enjeu pour le maire d'une ville de pouvoir garder les entreprises dans une époque compliqué au niveau économique. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà. Je vais pas botter en touche, mais bien souvent maintenant, la compétence économique n'est plus du seul ressort du maire, mais plutôt les agglomérations. Et là, pour le coup... Mais le maire peut peser, néanmoins. Bien sûr, le maire peut peser, défendre le tissu d'entreprises et d'emplois qu'il y a dans son territoire, mais on ne peut plus, me semble-t-il, penser à l'échelle communale. Et à ce titre, moi, j'ai toujours fait partie, pour ceux qui me connaissent, et je reviens sur l'échelle guingampaise, de ceux qui croient encore et toujours à l'intérêt d'un grand Guingamp. Que d'autres territoires ont réussi, Lannion en particulier, Lamballe, pas très loin de Quessoy ici, est dans cette dynamique depuis déjà un certain temps. Et l'enjeu économique aujourd'hui, encore une fois, ne peut plus être pensé dans une seule commune. C'est l'agglomération qui a la compétence, et au sein de grandes agglomérations que l'on s'est données dans les Côtes d'Armor, excepté l'EF Armor Communauté, on doit pouvoir peser autrement, et là encore, d'une façon peut-être collective, et donc l'enjeu économique, il doit être porté par plusieurs communes, je dirais limitrophes, qui font partie d'un tout, d'un terroir. Voilà, l'enjeu économique, maintenir la vie sur le territoire, et aussi le logement. C'est une grande question aujourd'hui. On en entend beaucoup parler en Bretagne. On a ces résidences secondaires qui font débat, ces locations, Airbnb pour ne pas les citer, qui font aussi débat. Là aussi, c'est l'enjeu de demain, pouvoir loger les familles, loger les jeunes arrivants ou ceux qui commencent à travailler, qui commencent dans la vie sur le territoire. Donc tout le monde le sait, on parle de décohabitation, de besoins plus accrus de logement parce que le modèle familial a évolué. Moi, j'ai envie de me référer à l'histoire. Je parlais tout à l'heure de Guingamp, alors non pas du Moyen-Âge, mais peut-être dans les décennies passées, au XXe siècle, où le centre-ville de Guingamp était autrement plus occupé, comme les centres-villes de très nombreuses villes. Alors, quand je dis ça, c'est qu'à un moment donné, il faudra peut-être re-questionner cette évidence pour nous tous depuis des décennies d'avoir sa maison individuelle dans son petit terrain. On voit bien qu'on arrive à des limites aujourd'hui où pour un jeune ménage de se projeter dans une maison, c'est obligatoirement associé à un terrain de 300 mètres carrés, pas plus. Moi, j'habite dans une copropriété. Auparavant, j'habitais dans une autre copropriété. L'enjeu, c'est peut-être d'aller bien plus rapidement dans des modèles qui existent en Allemagne, notamment, de ces copropriétés qui disposent de jardins partagés. C'est un autre rapport à l'habitat, c'est un autre rapport au voisinage, c'est un autre rapport à la solidarité, et qui existait dans nos nombreux immeubles de centre-ville, aujourd'hui désaffectés, et qu'on tente, quelles que soient d'ailleurs les communes, qu'on tente de reconquérir. Et c'est un devoir de responsabilité, notamment pour les jeunes générations, que de se projeter certainement dans les habitats partagés, collectifs. C'est un rapport aussi à la vieillesse, parce qu'on voit aujourd'hui une grande demande des anciens de vieillir, de mourir, n'ayons pas peur des mots, chez eux. Pas tous. Alors peut-être pas tous. Pas tous. Arrêtons de considérer l'EHPAD comme un mouroir. On a un excellent exemple à Guingamp, je vais le citer, c'est Kersalik, avec sa directrice Corinne Guillaume, que je salue pour son travail, parce qu'à travers le bon sens a été sa trame de travail. Elle a réussi à donner confiance à
son personnel soignant. Elle a repensé la question justement de l'habitat. Elle parle d'habitants et non pas de résidents. Et vous avez aujourd'hui dans cette EHPAD, comme dans d'autres, des personnes âgées qui s'épanouissent et qui, dans un premier temps, étaient dans une logique à vouloir rester chez elles et ne pas faire le deuil de la maison. Il faut accompagner aujourd'hui, il faut repenser, et tous les élus sont dans cette logique aujourd'hui à rendre plus attractif l'EHPAD. Il faut le réinventer, mais encore une fois, Kersalik a fait l'objet de plusieurs rapports par nos instances de santé, parce que on a là, je vais pas me le développer, j'invite les uns et les autres à aller sur les différents sites qui montrent les différentes opérations très concrètes du quotidien de cette EHPAD, mais je vous ai coupé du coup à dire non, l'EHPAD aujourd'hui c'est un mode qui doit permettre le bien vieillir. Il ne doit pas être le seul. Il y a la domotique, et puis effectivement pouvoir vivre chez soi à la maison, c'est une autre option. Mais arrêtons de dire que le bien vieillir doit nécessairement passer par vieillir à la maison. Alors voilà, je nuance, hein, évidemment. Je voulais parler plus d'habitat collectif. On voit aujourd'hui une réflexion, parfois adossée à des EHPAD, des habitats collectifs, parfois même intergénérationnels, qui permettent justement de mieux vieillir. On parlait de vieillissement de la population. Il faut réinventer la solidarité et l'accompagnement du bien vieillir, et effectivement Guingamp par exemple fait partie à ce triste record après la ville de Rennes de détenir le plus fort taux de solitude, au-delà d'un fort taux de pauvreté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut questionner aujourd'hui. Et c'est l'élu et l'action publique ne peut pas tout. À un moment donné, le citoyen, quand on est dans une concertation et quand on est dans une volonté d'échange régulière et continue, eh bien, il doit être questionné dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il interroge? Est-ce qu'il questionne? Est-ce qu'il est dans des règles de civilité, de courtoisie avec ses voisins? Est-ce que la personne âgée du quartier, de la rue, est-ce qu'on a des démarches quotidiennes, régulières, à aller la voir, à lui dire bonjour, à la questionner, à l'interroger sur ses besoins? Bien sûr, beaucoup le font. Je pense qu'il y a encore une marge de progrès. Alors, un dernier mot. On parlait de sécurité tout à l'heure. Je voulais rebondir sur aujourd'hui quelque chose qui est un fléau, c'est le trafic de drogue qui gagne de nombreuses villes, mais aussi des villes moyennes. On peut citer l'exemple de Saint-Brieuc juste à côté. De narcotrafic dans des villes à cette échelle. Là, aujourd'hui, c'est une inquiétude des élus de terrain de faire face, à défaut de pouvoir agir facilement, parce que là, il faut des moyens. C'est Moi, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai une solution, ce serait bien présomptueux. L'une des marges de manœuvre reste encore et toujours l'éducation de la jeunesse, et leur rappeler effectivement que ces produits interdits qui, sur le coup, peuvent apporter des réponses à un mal-être. On aurait pu parler de santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. La responsabilité des adultes aujourd'hui, c'est encore et toujours d'être dans la prévention et de leur dire que la drogue, d'une manière générale, ce n'est pas la solution. Alors évidemment, on ne va pas régler le narcotrafic uniquement par la prévention, mais elle reste encore et toujours une solution. Et puis, je fais partie de ceux qui pensent que cette activité doit être sévèrement punie. Un dernier mot plus politique, Yannick Kerlogot, vous êtes resté fidèle à vos idées, à vos engagements auprès de la République En Marche et de Renaissance aujourd'hui. On a beaucoup pointé du doigt le président de la République, on a beaucoup pointé du doigt Renaissance. C'est un défi aussi de rester fidèle à ses idées aujourd'hui, à ses idées politiques. Bien sûr, alors moi, mon parcours en 2 mots, c'était un environnementaliste qui a d'abord adhéré au Vert, pour ensuite prendre du recul parce qu'il considérait, et je considère toujours que l'écologie ne doit pas être un combat de la gauche, mais de tous les acteurs politiques, et qu'aujourd'hui, le centre, porté par Renaissance, porté par le MoDem, porté par la dynamique d'Édouard Philippe, notamment, reste, à mes yeux, un curseur, en tout cas un espace où on défend d'une façon traditionnelle et historique le compromis, l'écoute, le débat, pour parvenir encore une fois à des logiques de coalition. C'est ce qu'on essaye de vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on voit au niveau national. Donc bien sûr, je suis fidèle à cet esprit. Merci infiniment Yannick Kerlogot. Je rappelle que vous êtes ancien député LREM, disait-on. On dirait Renaissance aujourd'hui. La REM de la 4e circonscription de Guingamp dans les Côtes-d'Armor, pour nos auditeurs lointains. Vous êtes donc candidat à la mairie de Guingamp en 2026. Je crois que vous allez revenir sur l'antenne de Bretagne 5 parce que la campagne commence un petit peu. Il faut bien le dire. Avec plaisir. Merci de votre invitation. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.